je vous prie de m'excuser. On m'a dit que c'était un congrès international et qu'il fallait faire les diapos en anglais, donc je les ai fait en anglais. J'espère que ça ne choquera personne. Donc, voilà ce dont on va parler. Et vous savez que vous disposez de nombreuses recommandations, outre-Atlantique par exemple, françaises, européennes, qui disent à peu près ce qu'il convient de faire face au problème des bactéries multirésistantes, dont la question fort débattue du dépistage. Ils ne disent pas toutes la même chose. Alors, de quoi parle-t-on déjà? On parle donc de ces bactéries dites multirésistantes. Heureusement, nous avons une définition consensuelle de part et d'autre de l'Atlantique maintenant, depuis peu de temps, et qui vous explique donc qu'une bactérie multirésistante, c'est une bactérie qui est résistante à au moins 3 classes d'antibiotiques auxquelles elle est normalement sensible. Et puis nous avons les XDR. Alors la traduction des XDR en français, c'est pas très clair. Très très résistantes. Elles sont sensibles seulement à 2 classes. Et puis ensuite, nous avons les pan-résistantes. D'accord? Donc, pour schématiser cette histoire, on va dire que les suspects habituels sont mentionnés ici. Alors, ça date un petit peu, ça a un petit peu évolué, mais enfin, en gros, nous avons les SARM, nous avons les BLSE, qui sont ici les SARM, ici les BLSE coli Klebsiella. Et puis après, nous avons plutôt ce qui est du domaine des XDR, PanDR, c'est-à-dire des entérocoques résistants à la vancomycine. Ici, les acétobactères, il en manque un, et le un qui manque, c'est celui-là, c'est les entérobactéries résistantes par production de carbapénémase. Donc nous avons les endémiques, parce qu'elles sont installées depuis un certain temps, les SARM, les BLSE, et puis des plus résistantes encore et émergentes, que sont les EPC, les ERG et les acinetobactères résistants au carbapénème, les CRAB, pour les réanimations. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire du dépistage? Ou à quoi sert le dépistage? C'est la grande question. Le dépistage est censé avoir pour objectif, comme c'est représenté sur cet iceberg bien connu, que nous, les docteurs, on identifie les infections cliniques, éventuellement des colonisations sur des prélèvements cliniques sans signe d'infection, comme nous le rappelait Georges, et puis que nous avons derrière, en dessous, un réservoir important de malades qui sont porteurs occultes, méconnus. Et donc le but du dépistage, en théorie, c'est d'identifier l'ensemble du réservoir des porteurs. Mais ce n'est pas juste pour savoir, c'est qu'a priori, ça s'accompagne de mesures d'isolement ou de précaution contact ou de regroupement, cohorting, qui ont pour objet de prévenir l'auto-infection, éventuellement avec des mesures de décolonisation dont va nous parler Jean-Christophe incessamment, et puis, et peut-être surtout, de prévenir la transmission croisée. Donc à travers la mise en place des précautions contact, éventuellement de la décolonisation, parce que, comme vient de le dire Jean-Ralph, si on abaisse le niveau des bêtes par des méthodes, par exemple, de décolonisation, cela réduit la transmission croisée. C'est probablement un des effets, je fais une parenthèse, de la décontamination digestive. Et donc, à côté de ça, on peut se servir du dépistage pour faire d'autres choses, comme des études. Et je ne parlerai pas de la question qui est éventuellement un objectif secondaire du dépistage, mais dont on vient de parler, qui est celui de l'anticipation d'éventuelles infections ultérieures. Et dont on a vu que ce n'est pas si évident que ça. Mais enfin bon. Donc, les objectifs principaux, c'est ceux d'avant. Et après, on se pose la question, comment je fais pour faire du dépistage? Et la réponse n'est pas si évidente que ça.
pour ceux qui ont l'habitude de faire du dépistage, et notamment avec les nouvelles bêtes, et ils voient bien que ce n'est pas extraordinairement simplexe. Donc il faut savoir qui on dépiste, c'est-à-dire si on dépiste tout le monde, ou bien si on dépiste de manière ciblée une partie de la population. Il faut évidemment se mettre d'accord sur comment on fait pour obtenir les cultures. Il faut que le laboratoire soit d'accord sur la manière dont il traite et qu'il met en œuvre les techniques de détection. Il faut que les cliniciens soient en retour informés dans un délai raisonnable, c'est-à-dire pas une fois que le malade est sorti de réanimation, ou quand même la durée moyenne de séjour est généralement modeste, même s'il y en a qui restent longtemps. Et puis, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait le dépistage, quel type de mesures on met en place et comment on vérifie que ces mesures sont effectivement mises en place. Et donc, vous avez là indiqué sur cette diapo, en gros, tout l'éventail de ce que l'on peut faire, entre pas grand-chose, voire juste des précautions standards, de préférence dans des chambres à seul, et puis ensuite de l'isolement simple des patients connus porteurs, et puis du dépistage ciblé jusqu'au dépistage de tout le monde avec une certaine fréquence qui peut aller jusqu'à, par exemple, 2 fois par semaine, et éventuellement à la sortie des patients, et assortie ou non de mesures de décontamination. Donc il y a quand même toute une stratégie à définir avec le dépistage. Ce n'est pas juste je fais du dépistage, c'est une stratégie globale qui doit être mise en place. Et quand on va vers les mesures maximalistes, on va vers ce qu'on appelle search and isolate, ou bien même destroy, si on a de quoi faire de la décolonisation des patients. Alors ensuite, il faut donc décider ce que l'on cherche, soit du SARM, soit par exemple où il faut donc faire des dépistages de prélèvement de narines en général, mais aussi de plaies. Et on sait qu'éventuellement, si on veut être exhaustif vraiment, il faut faire narines, plaies et périnée, ou voire rectale. Pour les bactéries dont l'habitat habituel est plutôt le tube digestif, c'est évidemment rectal ou périnéal, donc ça concerne les entérocoques, ça concerne les bacilles gram négatifs, les BLSE, comme les producteurs de carbapénémase. Et le plus compliqué peut-être c'est la Cyanobactère, où il faut faire différents prélèvements à différents sites. Donc la question du dépistage et de la population cible est une question qui fait l'objet de débats depuis longtemps, et qui, ce débat est en lui-même lié au type de bactéries que l'on va rechercher. Et il a été bien étudié pour les SARM, pour les VRE pas mal, il y a quelques données pour les entérobactéries, mais peut-être moins. Mais enfin, c'est un débat persistant. Donc, habituellement, il y a des facteurs de risque qui sont classiques, qui sont le fait que les malades sont transférés, qu'ils ont une histoire récente d'hospitalisation, qu'ils ont de l'exposition aux antibiotiques. Donc, tous ces facteurs se retrouvent généralement dans les études avec une association diverse. Et donc, si on ne veut pas faire de dépistage ciblé, on fait du dépistage universel. Alors, notre ami Jean-Christophe Lucet, lui, pensait finalement que ce n'était pas tellement possible, par exemple pour les SARM, de cibler le dépistage et qu'il fallait faire du dépistage universel pour avoir une sensibilité acceptable pour le dépistage des SARM. Les opinions divergent à ce sujet. Outre-Atlantique, par exemple, on nous dit qu'effectivement, le fait d'avoir été hospitalisé dans l'année a une sensibilité acceptable et permet de cibler les patients, et que même si on combine l'association d'une hospitalisation dans l'année et de l'exposition à antibiotiques, eh ben, on dépiste la quasi-totalité des SARM et des VRE en ciblant à peu près la moitié des patients. Bon, vous voyez, il y a des divergences de vues sur cette question. On va dire qu'il est probablement possible de cibler un peu la population.
Mais la vraie question, c'est si on veut aller dans l'exhaustivité de l'identification de l'ensemble des porteurs, c'est combien il faut de prélèvements. Et donc Jean-Ralph Zar vient de dire, on a des 10 puissance X de bactéries, mais il faut savoir que les prélèvements eux-mêmes ne dépistent que 10 puissance 2, 3 bactéries. Et donc quand c'est négatif, en réalité, on ne sait pas si c'est en dessous le portage. Et c'est pour ça que vous avez, avec l'antibiothérapie, une émergence et une augmentation de la densité du portage, laquelle, bien entendu, peut faire qu'un malade négatif à l'admission devient positif 3 jours après. Ce qu'on voit lorsque l'on fait des prélèvements très rapprochés, comme ça se fait dans certaines études. Simplement parce qu'il a pris de l'augmentin. Et donc, ça devient compliqué. C'est compliqué. Et donc, il y a des papiers qui expliquent de façon relativement claire qu'un seul prélèvement de dépistage ne permet pas d'éliminer le portage. Et donc, ça nous concerne directement lorsque la stratégie de dépistage est associée à une stratégie de mise en place d'un isolement à l'admission. Et c'est bien ce qu'on voit aussi avec les nouvelles bactéries émergentes. Alors, on espère que les nouveaux tests, notamment de biologie moléculaire, vont améliorer la situation. Et vous voyez, par exemple, un exemple au cours de l'épidémie de KPC qui a lieu en Israël, où il y a une détection plus fréquente grâce aux techniques de biologie moléculaire par PCR qui rattrapent 15% de cultures négatives. Donc c'est un vrai gros souci, et quand on est dans la situation des bactéries endémiques, très clairement, on ne peut pas se dire qu'on va dépister et appliquer la même politique que l'on fait pour les bactéries émergentes, c'est-à-dire de dire qu'on va faire 3 dépistages à une semaine d'intervalle pour savoir si le malade est finalement oui ou non porteur. Alors, bien sûr, vous savez que les SAM ont baissé, la question a été posée. Les SAM ont baissé partout, en France, 33%, 19%, ça a pris 10 ans. On est à 19%, on était en haut de la moyenne européenne, on va dire, on est dans la moyenne européenne. Bon, c'est un peu mieux, mais enfin, il n'y a pas de quoi pavoiser. Pourquoi est-ce que les SAM ont baissé ? A priori, vous savez qu'en France, on a mis en place initialement des mesures de dépistage et d'isolement des porteurs, effectivement, dans les services à haut risque. On a eu l'impression d'une certaine efficacité, mais si on regarde avec un peu plus de recul, on voit bien que c'est surtout à cause des mesures dites horizontales, c'est-à-dire universelles, c'est-à-dire en pratique l'hygiène des mains. C'est ce qu'on voit ici dans le papier qu'on avait publié avec Vincent Jarlier sur l'évolution des SAM à l'assistance publique. Ici, globalement, sur les services, les unités, les hôpitaux de court séjour, on voit qu'il y a des fluctuations, mais enfin, finalement, ça ne baisse pas vraiment. Et ça ne commence vraiment à baisser qu'à partir du moment où il y a eu la promotion de l'hygiène des mains par l'usage des solutés hydroalcooliques. Au Royaume-Uni, où il y a eu une augmentation très importante des SAM et une baisse qui a suivi aussi, comme on le voit ici, ils ont eu vraiment une évolution rapidement croissante, puis rapidement décroissante, avec la mise en place de recommandations qui comportaient du dépistage systématique. Et où l'on voit ici la comparaison d'évolution entre la France et l'Angleterre. Donc l'Angleterre est restée à un niveau élevé alors que la France commençait à baisser. Et puis elle a baissé d'une manière rapide. Et vous voyez que la mise en place des mesures en Angleterre est postérieure à celle de la France. Il y a donc dans ces recommandations anglaises du dépistage, mais il y a aussi de la décolonisation des porteurs, ce qui n'était pas le cas en France. Et donc il est suggéré dans ce papier, probablement à juste titre, que l'efficacité qui a été observée de manière rapide en Angleterre est liée au moins autant au fait qu'il y avait de la décolonisation systématique. Alors après, on ne peut pas ne pas citer les 2 études récentes, semi-récentes maintenant,
L'étude des vétérans, qui comportait la surveillance active par dépistage des porteurs de SARM, mais aussi un certain nombre d'autres mesures, qui montraient des résultats impressionnants en termes de la réduction des SARM, que ce soit les pneumonies ou les bactériémies, etc. Globalement, ça donnait ça, avec une baisse très importante dans les services de réanimation, une baisse moins marquée, mais tout aussi significative dans les secteurs non-réanimation. À quoi est-ce dû? Probablement à beaucoup de choses, mais loin de là, pas au fait qu'ils ont fait, avec le dépistage et l'isolement, de la réduction de la transmission, puisque vous voyez, en proportion, ça n'a rien à voir en termes de réduction des infections. 17% de réduction de la transmission croisée, 62% de réduction d'infection. Donc il y a quelque chose entre les deux. Et ça nous ramène un peu à la discussion entre colonisation et infection. Alors ensuite, il y a l'étude STAR ICU, qui elle était une étude en grappe randomisée, montrant pas grand-chose en fait, de la mise en place d'un dépistage rapide d'ailleurs, enfin rapide, avec des techniques de biologie moléculaire, mais pas vraiment avec un rendu rapide, et qui était négative en pratique, et même pas de tendance à la baisse. Même pas de tendance à la baisse, plutôt l'inverse. Et c'était vrai pour SARM comme pour VRE, donc un échec de la mise en place de dépistage et isolement ou précaution contact des porteurs de bactéries multirésistantes. Et puis enfin, il y a l'étude de Wang qui concerne la comparaison de dépistage-isolement versus décolonisation ciblée versus décolonisation universelle. Je pense que Jean-Christophe en reparlera, donc je ne m'étends pas. En gros, le message, c'est que la décolonisation était plus efficace et que le dépistage avec isolement l'était beaucoup moins que le fait de faire la décolonisation. Et puis enfin, l'étude Mozart qui montre en substance que le fait de faire du dépistage et de la décolonisation, de faire du dépistage lorsque l'on est en situation d'observance élevée de l'hygiène des mains n'apporte pas de bénéfices supplémentaires par rapport donc à la simple amélioration de l'hygiène des mains. En tout cas, c'est vrai pour les SARM. Il y a une petite tendance pour les VRE et effectivement, pas d'efficacité sur les BLSE. On pourra revenir sur la question. Et donc, Wenzel avait conclu avec Edmond sur le papier de Wang qu'il fallait arrêter de faire du dépistage des porteurs de SARM. Alors, il y a la question des BLSE, et vous savez bien que c'est une préoccupation importante, qui est croissante, et qu'on regarde les colibacilles, c'est quelque chose qui s'étend de façon importante. Ça renvoie à la question sur le BLSE versus SARM. Certainement, il faut lutter contre la transmission croisée, certainement avec une application aussi haute que possible des précautions standards, mais aussi, et c'est un point qui n'a pas été beaucoup étudié ni beaucoup mis en avant jusqu'à présent, sur la gestion des excrétas, éventuellement de l'environnement pour certains cas, et puis les interventions sur la flore, c'est-à-dire à la fois le contrôle des antibiotiques et éventuellement d'autres mesures additionnelles sur la flore, mais qui restent expérimentales à l'heure actuelle. Alors par contre, il est vrai qu'on a un problème à côté des colibacilles, on a quand même un problème, et particulièrement en France, pas seulement, quand on voit le rouge partout, il y a une augmentation inquiétante des Klebsiella. Et les Klebsiella, ce n'est pas exactement les colibacilles. Comme les entérobactères, ce sont des bactéries pour lesquelles il est légitime, notamment lorsqu'on est en situation de cas groupés, d'aller chercher les porteurs par le dépistage et donc d'appliquer les mesures d'isolement, de précaution contact à ces malades. Mais dans un travail auquel a contribué Jean Alzard, on voit bien que l'isolement des BLSE n'est pas la réponse qui va apporter un changement considérable sur le taux. Ce qui apporte un changement, effectivement, c'est la combinaison probablement, si on en croit les études sur les facteurs de risque, c'est la combinaison de la gestion des
antibiotiques et de l'hygiène, des précautions standards par l'hygiène des mains. Donc, mesures horizontales pour les BLSE, sauf épidémie à espèces hospitalières, Klebsiella et Enterobacter qui justifient des mesures complémentaires. C'est en gros ce qu'avait dit Kirkland dans une espèce de compilation des bénéfices et des risques des dépistages isolement, pour lesquels les chances ou les possibilités de succès sont d'autant plus importantes qu'on est avec des bactéries émergentes de type, comme on a les nouvelles BHRE, qui sont donc par définition sporadiques, éventuellement de petits cas groupés, pour lesquels on n'est pas dans une situation optimale d'observance de l'hygiène des mains, pour lesquels on est évidemment sur des situations de patients à risque. Bon, la réanimation est souvent à risque, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc on voit les différences entre les deux, tandis que pour celles-là et pour les BMR endémiques, effectivement, l'apport complémentaire des mesures de dépistage et d'isolement est a priori tout à fait limité. Voilà, je vais terminer là-dessus et je vous remercie de votre attention.